Oui, ce que vous avez entendu entre les deux passages de l'hymne américain, le Star Spangled Banner, c'est la voix de Joe Biden qui, répondant à un journaliste de Fox News qui lui posait une question sur l'inflation, l'a gentiment traité de stupide fils de femme de petite vertu. Je reste poli. Une réponse pour le moins peu amène, mais qui n'a pas causé les réactions qu'elle aurait créées si ces mots étaient sortis de la bouche de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump. En France, le compte Twitter de France Info a même donné dans la fake news, pour rester dans la langue de Shakespeare, en écrivant que Biden avait traité le journaliste de connard. Terme moins violent que celui utilisé, peut-être pour ne pas trumpiser Biden. Un Biden dont les échecs, on pense en particulier à l'Afghanistan, sont peu décriés, contrairement à ceux de Trump, on pense en particulier à la gestion du Covid. Biden insulte un journaliste, contrairement à Trump, tout lui est-il permis, et vous êtes désormais 76% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Jean-Claude Beaujour, vice-président de France-Amérique et avocat. Bonsoir Jean-Claude Beaujour. Bonjour. Le journaliste insulté Peter Doocy a réagi avec beaucoup d'humour en déclarant, je cite, « Personne n'a encore vérifié la véracité de ses propos ». Est-ce que quand même, c'était pas la meilleure manière de réagir, l'humour, vu la teneur des injures de Joe Biden ? Alors effectivement, je serai semblable à toujours. J'ai envie de vous dire, un président ne devrait pas dire ça. Bravo Jean-Claude. C'était beaucoup plus que simplement connard, donc je ne répétais pas ce qu'il a dit. Mais il est évident que le président est en posture difficile parce que les sondages sont pas très bons, ils sont beaucoup plus mauvais à la même époque, à un an des élections de terme que ceux de Donald Trump, de Barack Obama, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il est en mauvaise posture. Dans sa propre majorité, il a des difficultés, même si le leader de la majorité au Sénat a dit qu'il voterait que la majorité existait toujours, etc. Bref, il est malmené et donc laissez aller. Mais ça n'est pas la première fois parce qu'il avait déjà considéré qu'une question était idiote. Alors là, Peter Doocy, vous savez, c'est un journaliste de Fox News, mais il est connu pour ses questions embarrassantes, dérangeantes. Et c'est vrai qu'il lui parlait de l'inflation parce qu'il faut savoir que depuis 4 ans, l'inflation est au plus elle est pratiquement à 7% sur l'année passée. Elle est extrêmement forte et je peux vous dire que ça se ressent. Aux États-Unis, moi, je vois les prix augmenter. On sent qu'il y a une augmentation des prix et on n'est pas encore sorti du Covid. Donc, il est évident que ça a un lien, ça a un impact sur le moral des Américains. Et donc, c'est un peu ce que voulait lui dire Peter Doocy, et le président, évidemment, n'a pas beaucoup apprécié. On a un docteur en psychologie avec nous, Jean Dorido. Un président ne devrait pas dire ça, comme l'a dit avec humour Jean-Claude Beaujour. Comment vous appelez ça ? C'est de la sénilité ? Il a pété un câble ? Parce que j'ai jamais vu un président traiter comme ça un journaliste. Alors, je ne pense pas que ce soit de la sénilité. Et alors, justement, vous l'avez rappelé, c'est pour ça que la psychologie me fascine, parce que je pense que les Américains n'ont pas l'apanage de la vulgarité. Et j'ai le sentiment que nous avons des personnels politiques en France qui, en off, comme le disait tout à l'heure Caroline, sont très, très vulgaires, pour ne pas dire même mal élevés. Et pour certains, c'est vrai. Et je reste assez fasciné parce que je trouve que n'importe qui évolue dans un milieu professionnel, je dirais tout à fait classique, quand même, on apprend à surveiller son langage, on apprend même ça à l'école. J'ai connu une époque où on faisait même des lignes, on disait voilà, je ne dois pas, voilà, dire de gros mots, etc. Et c'est vrai qu'on a, Jean-Claude Beaujour a bien fait de le rappeler, le journaliste lui dit, est-ce que il y a de l'inflation, c'est une bonne chose? Et l'autre lui répond, oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Oui. T'as raison, espèce de stupide fils de 3 petits points. Et c'est vrai que les bras m'en tombent. En même temps, on sait que les USA, c'est un pays qui a une certaine culture de la violence. Ils ont quand même un président qui a été quand même flingué, un candidat, Bob Kennedy, il y a eu John Kennedy, il n'y a pas eu qu'un seul président américain assassiné. Et donc, c'est vrai qu'ils ont cette culture d'être très, très, très grossier, très vulgaire. Vous avez parlé de Trump, c'est vrai qu'il était quand même très inélégant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas, c'est les USA, quoi. C'est très étrange. Jean-Claude Beaujour, vous êtes d'accord avec Jean Dorido ?
Alors, j'entends l'analyse, mais j'ai quand même une certaine réserve, parce que pour fréquenter aussi bien les politiques américains que les politiques français, pour fréquenter les gens du secteur privé ou du secteur public, j'ai le sentiment qu'il y a chez tout homme ou femme public deux façades, la façade officielle, etc., où on se contrôle au maximum, et puis il y a des moments où on se relâche, parce que j'ai déjà entendu des propos, alors pas forcément sur un tel ou un tel, mais parfois qui sont à la limite de la vulgarité. Et donc, je n'ai pas le sentiment, et ça j'insiste, je ne pense pas que ce soit une question de sénilité. Je n'ai aucun élément pour juger de cela, et je pense qu'il serait une mauvaise chose d'attaquer le président Biden là-dessus. Il a 79 ans, bon, donc tac. En revanche, je pense que ce qui est frappant, c'est qu'il a toujours dit, il l'a rappelé, que lui n'aurait pas, il a été l'anti-Trump par excellence, en quelque sorte, il a joué les vertus, les hommes hyper vertueux, et c'est vrai qu'il se fait avoir par cette expression. On sent une forme il se sent harcelé. Moi je pense qu'il a, entre guillemets, comme on dit chez nous en France, il a pété les plombs parce qu'il se sent harcelé, parce qu'on lui demande des comptes, et il sent bien que la montre tourne. Vous savez, aux États-Unis, les élections de mi-mandat se préparent déjà, et donc il a une vraie difficulté. C'est bientôt, c'est au mois de novembre, et nous sommes déjà quasiment à la fin du mois de janvier. Donc vous voyez, si rien ne se fait d'ici le mois de mai, on va assister à une forme de glissement. Donc ça, il le sait, et ça peut être la fin de son mandat, en tout cas sur le plan des actions qu'il pourrait mener. Et puis il y a le coronavirus qui, malgré tout, est très présent. Il joue aussi son atout sur le coronavirus, parce qu'il avait prévu qu'avec lui, il prendrait les choses en main. Et je peux vous dire une chose, en tout état de cause, je le vois j'étais il y a quelque temps en Floride, et on me disait qu'il se passe déjà des choses chez Trump. Trump se prépare. Oui. L'homme est pris dans un pour un comeback. Pour Ivana aussi. Caroline Pilastre. J'ai failli dire Caroline Trump. Non, pas que je sache. J'ai pas un père caché. Non, mais alors, si je reviens à l'analyse politique, selon moi, il y a de toute manière une compréhension à géométrie variable. L'intelligentsia médiatico-politique, qui est quand même beaucoup de gauche, et en l'occurrence aux États-Unis démocrate, a une compréhension vis-à-vis de M. Biden qui n'est pas et qui ne sera jamais le cas vis-à-vis de M. Trump. Parce que si M. Trump, et il a eu évidemment des propos parfois plus que limites, borderline, polémiques, mais ça ne lui a jamais été pardonné. Il a toujours fait le buzz là-dessus, c'est-à-dire que les médias, pendant 3 semaines, pouvaient revenir sur ses propos. Ils ne l'ont jamais compris, ils n'ont jamais essayé d'avoir un peu, si je puis dire, d'empathie politique pour lui, parce que ça n'était pas le même camp. Donc là, on arrive à comprendre un Biden, parce que, évidemment, il ressemble à beaucoup de médias qui voulaient enfin que ça revienne du côté des démocrates en termes de presse, de radio, de télé. Et on sait aussi que M. Biden est une transition électorale pour éjecter M. Trump. Oui. Donc est-ce que les Trumpistes vont revenir au pouvoir dans 2 ans? C'est une possibilité. Ou est-ce que ce sera Kamala Harris qui, comme on le dit beaucoup, sera là où qui le fait pas l'unanimité aux États-Unis. Non plus, mais d'ailleurs, M. Biden, même dans son propre camp des démocrates, est très décrié en ce moment. Je pense que Jean-Claude pourra nous en dire plus là-dessus, parce que c'est un spécialiste. Donc il faut voir quand même l'entièreté du problème avec la presse qui, comme chez nous, tu le rappelais pour le service public, a parlé vulgairement de connard et n'a pas dit que c'était un fils d'eux. Donc déjà, rien que ça, au niveau de la ligne éditoriale, je trouve qu'il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle de la presse. A priori, il n'y a pas que le service public qui a tweeté connard au lieu de fils d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont dit. Oui, alors que c'est pas du tout ça. Et même quand on met avant stupide, c'est vraiment très grossier aux États-Unis. Jean-Claude Beaujour. Oui, absolument. C'est un propos que je ne voudrais pas répéter. Je pense que... oui, ça va plus loin que stupide. Quand on met stupide comme ça, c'est beaucoup plus hard. Absolument. Alors là où Biden, c'est toute la différence entre le président Biden et le président Trump, c'est que là où Trump disait « je ne vais pas m'excuser, je maintiens », Biden a eu cette réaction qui a consisté à appeler les journalistes et lui dire « c'était pas contre toi, nous sommes amis, blablabla, etc. » Donc il y a ce côté vieux renard de la politique qui connaît aussi les instruments de communication et qui dit « bon, je suis comme tout le monde, ça m'a échappé, etc. » Et d'ailleurs, le journaliste a très bien réagi en disant, bon ben finalement, il a pris ça sur le bon ton, en lui disant, parce que là encore, je pense qu'il faut être très attentif à cela, c'est que Peter Doocy n'est pas n'importe quel journaliste, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude des questions cosmiques, qui a dit, Monsieur le Président, je reviendrai avec des questions. En d'autres termes, ok, on va pas en faire un plat,
Mais attention, vous n'allez pas m'empêcher de mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est là où, et je fais la transition avec ta question sur Kamala Harris, là où il faut être bien attentif, c'est que Biden sait que se joue sa présidence en ce moment, mais Kamala Harris est bloquée parce qu'elle est à la fois, si Biden réussit sa présidence, ça ne va pas nécessairement lui servir parce qu'elle est un peu étouffée. Biden n'est pas qu'un président de façade. On avait dit, ça sera Kamala Harris la réelle présidente, et puis Biden, il va rester à la maison tranquillement pour prendre son thé le soir à 18h et aller se coucher après. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc si Biden réussit, ça ne servira pas nécessairement Kamala Harris parce qu'elle n'est pas aux avant-postes. Oui. Si Biden échoue, il est évident qu'elle sera associée à cet échec. Donc il faut être très prudent sur son avenir. C'est pas joué, c'est loin d'être joué. Et je vous dis que dans le camp républicain, on se prépare activement. À Mar-a-Lago, il se passe des choses, ça je peux vous le dire. Christophe Madrol. Oui, je partage complètement ce que dit Caroline et Jean-Claude. Faut d'abord, Biden, c'est pas un enfant de cœur. C'est un fin politique. Il a été élu sénateur pour la première fois dans les années 60 c'est de un mémoire. fin politique. Donc, en insultant comme ça le journaliste de 70. C'est un journaliste étiqueté de droite qui l'insulte. Et dans son propre camp, dans le camp démocrate, on sait très bien que, comme le disait Caroline, Biden est en transition, il se prépare à la suite de Biden. Donc les couteaux sont tirés et Biden le sait. Donc il essaye de restructurer son propre camp vis-à-vis de ce journaliste, et il voit très bien que la situation, c'est pas la question de l'inflation, parce que l'inflation aux États-Unis, on a l'habitude, ça vient, ça repart, etc. Mais là, c'est purement un geste politique qu'il pose là vis-à-vis de son propre camp. Et là, il est vraiment en transition. Il a dit qu'il ne ferait pas un deuxième mandat, donc les couteaux sont tirés dans son propre camp, et ce qui se joue là, c'est la suite de Biden. Oui, c'est-à-dire les 2 ans et quelques qui restent. Oui, mais il y a le vote dans quelques en novembre, il y a les votes de midterm, absolument. Et les 2 ans, parce que d'un côté, les républicains, 3 ans comme la transition est en janvier. D'un côté, les républicains se reforment autour de leur candidat qui est Trump, et de l'autre côté, les démocrates ont besoin aussi d'un champion, et leur champion ne sera pas Biden. Jean-Claude Beaujour. Je crois qu'effectivement, le champion 1 ne sera pas Biden, mais en même temps, Biden a besoin de montrer qu'il est un président assez costaud. Donc, finalement, et bien sûr, moi, je pense que c'est probablement, il s'est laissé aller parce que le micro était ouvert et que, là encore, et pourtant c'est un homme politique chevronné, on fait attention, vous êtes des hommes de médias, vous savez très bien qu'on n'ouvre pas la bouche tant qu'on n'est pas sorti des studios. C'est pour ça que je ne dis jamais rien. Pas forcément, on devrait voir. Pas forcément, Jean-Claude, pas forcément, on devrait voir avec Philippe David, je vous rassure. Donc il le sait. Donc peut-être qu'effectivement il s'est dit il faut maintenant cogner, parce que si je ne montre pas que je suis assez fort, parce que là encore Trump est en embuscade, si je ne montre pas que j'ai cette tonicité, eh bien ça risque de mal se passer. Donc voilà, moi je pense que là-dessus il sent bien qu'il est attendu sur un certain nombre de sujets. Effectivement, chacun affûte ses couteaux, et notamment il ne faut pas oublier qu'il y a une gauche démocrate dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment, qui se calme, etc. Mais il y a toute cette gauche démocrate qui estime que Biden ne va pas assez loin dans les mesures qu'il a prises. Donc là aussi, il va devoir répondre de tout ça dans les toutes semaines prochaines. Et excusez-moi, Jean-Claude Beaujour, avant de redonner la parole aux vraies voix, j'ai l'impression qu'en fait, un peu des deux côtés de l'Atlantique, en France, Emmanuel Macron emmerde une partie de l'électorat, on ne va pas reciter les propos de Joe Biden, on a l'impression que pour le camp du bien, c'est open bar, on peut dire tout et n'importe quoi et ça passe crème. Est-ce que c'est pas une réalité ? Alors, moi, j'ai l'analyse que je fais, c'est que la société française devient tout aussi, et on a eu l'occasion de le dire sur votre plateau, devient tout aussi polarisée que la société américaine. C'est-à-dire qu'il faut, dans les deux camps, on va toucher des extrêmes, ou en tout cas, on a des positions dites musclées, pour donner le sentiment qu'on existe. Et au milieu, malheureusement, il y a souvent une tendance modérée qui n'est pas très vocale, qui est probablement majoritaire dans les deux pays, mais
qu'on n'entend pas ou qui ne participent pas au débat. Donc je pense que ce qu'ont compris un certain nombre, sans prendre parti pour un tel ou un tel en France, mais je pense que les uns et les autres ont compris qu'effectivement il fallait se polariser, il fallait être au maximum de son camp pour pouvoir être entendu. Alors après, les réactions des journalistes, effectivement, mais moi je suis pas journaliste, je suis avocat, c'est vrai que parfois on peut avoir le sentiment qu'on a deux poids deux mesures, parce que c'est vrai que si c'était Trump qui avait dit cela, eh bien il y aurait eu un déchaînement. On serait déjà à la procédure d'impeachment, à mon avis, là, aux limites. Hein. On serait donc effectivement un déchaînement contre ce comportement. Donc là-dessus, il y a une différence, mais ça c'est un débat entre journalistes. Mais vous voyez, c'est un débat entre journalistes, mais aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que en France comme aux États-Unis, les journalistes s'impliquent beaucoup plus dans le débat. Là où avant ils s'efforçaient d'être extrêmement neutres, aujourd'hui les journalistes s'impliquent. Donc c'est peut-être aussi un mouvement que l'on retrouve, que l'on a aux États-Unis depuis très longtemps et que l'on retrouve en France. Caroline Pilastre veut dire un mot, mais sans se déchaîner. Je vais essayer d'être calme. Non, mais vous avez lu dans mes pensées. En fait, moi, je voulais vraiment revenir. C'est pas une obsession, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se comprendre du prisme médiatique. Qu'est-ce que vous pensez, en dehors du manque d'exemplarité, du fait que les politiques soient de plus en plus violents verbalement, sans filtre? Est-ce que c'est inhérent à la société? Bref, on peut essayer ça. Jean, tu pourras nous répondre sur le côté psychologique et sociologique de ces incidents. Mais moi, je voudrais vraiment revenir parce que je trouve que c'est extrêmement dommageable pour nos démocraties que les médias ne soient pas neutres déontologiquement et qu'en fonction de qui dira quoi, on en fera des pataquès, des buzz et on manquera de complaisance et de neutralité. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce phénomène qui a lieu chez nous au même titre qu'aux États-Unis et que dans le reste des pays démocratiques d'ailleurs? Jean-Claude Beaujour. Moi, je partage complètement cela. J'ai eu l'occasion, je vais vous dire, de plus en plus, on m'interpelle en me disant, mais alors, pourquoi est-ce que vous allez sur tel ou tel plateau télévisé ou tel plateau radio? Et je dis, mais écoutez, moi, je vais là où on m'invite et je vais chez tout le monde. Et personne ne m'interdit de dire ce que je souhaite dire. Et je suis surpris de voir comment, de plus en plus, on assigne à résidence, on assigne à la pensée avec des comportements, des réactions qui sont par définition, qui existent. Quoi que vous disiez désormais, que vous fassiez, selon que vous soyez A ou B ou de tel camp, les réactions de la partie adverse ou des autres parties sont déjà tout admises. Oui, on est sur une société de ce point de vue, on est dans un courant américain. Il n'y a pas que le wokisme qui nous atteint. Nous avons cette polarisation que nous cultivons. Et moi, je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, il peut arriver que l'on vous reproche d'avoir parlé sur telle chaîne parce que vous ne devriez pas, par définition, aller sur telle chaîne. On refuse d'écouter les gens. Qui vous reproche, monsieur Jean-Claude Beaujour, de passer où ça? Écoutez, moi je sais que par exemple, et pourtant je suis invité et j'accepte des invitations de toutes les chaînes de télévision ou de radio. J'ai accepté votre invitation et je les accepte toujours avec plaisir. Je sais que j'ai été interpellé, il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas pourquoi vous acceptez les invitations de CNews. Et qui vous reproche ça, par exemple? Ça va du type, ça va ça va de la personne qui vous rencontre le taxi, qui vous écoute. Ah oui, d'accord. C'est intéressant ce que vous dites, mais tout comme le cadre où parfois d'autres journalistes qui vous disent, mais pourquoi est-ce que vous allez chez un tel? D'accord. Moi, c'est qu'on me reproche souvent de venir chez Philippe David. On devrait voir, en fait. Ça, c'est logique. C'est pas un péché. Vous aussi, Caroline. C'est même un péché mortel. Merci beaucoup, Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président du think tank France-Amérique. Verdict sur Twitter, insulte de Biden à un journaliste, contrairement à Trump, tout lui est-il permis? Vous êtes désormais 77% à dire oui. Une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous va? Oui. Et bien c'est tout de suite les vraies voix.